Je vais commencer tranquillement. Est-ce que ça va? Oui, bonne idée, Oui? bonne idée. On commence Donc, ça on va doucement. laisser on va y aller tranquillement. Excellent. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Geneviève Lemarié, chef de service au traitement documentaire et métadonnées à l'Université de Montréal, mais je suis là aujourd'hui à titre de membre du comité sur le traitement des ressources documentaires du PBUC. Je vais juste prendre quelques instants pour situer le contexte de la présentation d'aujourd'hui sur la révision du vocabulaire décrivant les peuples autochtones dans le RVM, qui est faite par Suzanne Briand et Joé Bouchard. En 2023, peut-être que certains d'entre vous vous en souvenez parce que vous étiez là, il y a eu une première présentation donnée par Suzanne qui avait été offerte aux membres du PBUC, qui avait pour but de présenter les changements à venir du côté du RVM concernant les vedettes matières liées au peuple autochtone. Ensuite, en 2024, lors d'une visite de Suzanne au comité sur le traitement des ressources documentaires, qui visait à nous mettre à jour sur l'état d'avancement du projet, le souhait d'aller plus loin s'est clairement exprimé. Le comité a donc pris l'initiative d'organiser une présentation qui se veut un peu la suite de celle de 2023, offerte à tous les membres du PBUC qui sont intéressés. Et comme vous êtes plusieurs à vous y être inscrits, je pense qu'on a vu juste pour ce qui est de l'intérêt. La rencontre d'aujourd'hui va nous permettre de faire le point sur l'avancement des travaux amorcés depuis déjà 2021 par Suzanne Briand et ses collaborateurs et de mieux comprendre leurs retombées. Avant de leur céder la parole, permettez-moi de vous les présenter. Suzanne Briand a débuté sa carrière en tant que bibliothécaire de référence à l'Assemblée nationale de 2001 à 2011. Chef de la section du service aux usagers à la bibliothèque de l'Université Laval au cours des 10 années suivantes, elle y occupe aujourd'hui un poste de bibliothécaire spécialisé en vocabulaire contrôlé dans l'équipe du répertoire des vedettes matières. Joé Bouchard, quant à lui, est bibliothécaire à l'Université Laval depuis 2009, où il couvre notamment les disciplines de la géographie, de la foresterie et des études nordiques. Il est également doctorant en études autochtones depuis 2023. Il étudie, dans le cadre de son doctorat, les relations entre peuples autochtones et gouvernement du Québec à travers les archives de l'État québécois. Finalement, une toute petite précision relative au fonctionnement de la présentation. On vous demanderait de poser vos questions dans la zone questions-réponses qui, dans mon écran, moi, c'est juste à côté du clavardage, on voit un Q&R. Donc, vous allez pouvoir mettre vos questions à cet endroit-là, puis on va y répondre à la fin de la présentation. Je leur cède maintenant la parole et les remercie grandement d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à tout le monde d'être là. Oui, je suis accompagnée de Joé Bouchard qui travaille avec moi sur ce projet-là. Je suis accompagnée aussi de Marie-Joëlle Tardy, qui est notre technicienne ici au RVM, qui est d'une aide vraiment précieuse et constante dans ce projet-là. Marie-Joëlle va nous aider à gérer les questions pendant la période de questions-réponses, au cas où on ait vraiment beaucoup de questions. Alors, on peut peut-être, je vais partager la présentation qu'on a préparée pour vous. Là, je vais faire le petit passe-passe dans Teams. Je clique ici et je clique ici. Vous devriez voir notre PowerPoint. Est-ce que c'est bien ça? C'est bon. Parfait. Alors, on va y aller tout de suite avec le plan de la présentation. Alors, bonjour tout le monde. Voici ce qu'on vous propose aujourd'hui dans les prochaines minutes. Tout d'abord, une brève introduction au répertoire des vedettes matières qu'on appelle le RVM et la présentation du projet de révision du vocabulaire comme tel, incluant quelques explications sur le mandat que nous avons reçu,
une mise en contexte sur le mouvement de décolonisation des connaissances dans lequel le projet s'inscrit, et quelques points relatifs à notre méthodologie. Puis pour conclure, on va parler de quelques chantiers qui sont actuellement en cours. Le RVM est bilingue français-anglais. Donc, ça veut dire que tous les concepts sont traduits en anglais. C'est l'outil utilisé pour indexer les ressources documentaires dans les catalogues de bibliothèques francophones. Maintenant, ici, je voulais vous amener avec un petit peu d'histoire. On a quelques dates repères. La Bibliothèque du Congrès commence à créer des subject headings en 1897. Puis en 1946, c'est le début de la traduction et l'adaptation des LCSH par des bibliothécaires de l'Université Laval. En 1974, le RVM est reconnu par la Bibliothèque nationale du Canada comme norme nationale d'indexation en français au Canada. C'est-à-dire que ça fait plus de 50 ans que ça a été reconnu comme ça. Habituellement, les normes nationales sont développées, sont mises à jour dans des bibliothèques nationales, plutôt que dans une institution universitaire. Mais selon moi, ça nous donne peut-être un avantage, ça nous donne peut-être une souplesse ou une flexibilité qu'on n'aurait peut-être pas si on était au sein du gouvernement. En 1980, la Bibliothèque nationale de France a acheté le RVM et s'en est servi comme base pour développer son propre thésaurus, le thésaurus Rameau. Et malgré les années, on garde le RVM bien de son temps. Par exemple, depuis 2023, le RVM est offert aussi en données liées. Et là, j'espère que vous n'aurez pas trop de questions sur les données liées parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé. On a présenté ce projet-là aux bibliothèques universitaires, comme Geneviève le disait, il y a 3 ans. Donc, à titre de rappel, je vais quand même revenir sur l'origine du projet. Un mandat a été donné en octobre 2020 par le comité de gouvernance du RVM à l'équipe du RVM. Ce projet-là a été inscrit de toute façon dans la planification stratégique du RVM et surtout, nos clients, dont vous, nous le demandaient avec de plus en plus d'insistance. C'était le temps là, qu'on se mette en marche. Le mandat qu'on a reçu était quand même assez souple, mais il y avait une chose qui était absolument non négociable, autant de la part du comité que des personnes directement impliquées. On devait travailler en co-création avec les nations autochtones. Pour nous, c'est essentiel. L'objectif du projet, c'est de changer les mots en français problématiques et désuets et dépassés qui étaient encore dans le RVM pour d'autres mots en français, mais qui décrivent de manière respectueuse les Premières Nations et les Inuits. Et ce, en travaillant avec des partenaires de ces peuples. Il existe un slogan politique qui est quand même assez connu, qui s'applique absolument à ce contexte-là. On dit « Nothing about us without us ». Donc, les valeurs qui nous guident dans notre projet, c'est ça, un engagement avec les communautés pour entendre et intégrer leurs perspectives. Le projet, lui, a débuté comme tel en 2021. Alors, notre projet, en est-il un de décolonisation? La réponse est oui, si on entend dans le terme décolonisation qu'on tente d'éliminer un problème dans le langage qui est relié à une dynamique de domination et qui a entraîné des biais culturels, historiques et coloniaux. Mais en fait, on devrait, si on veut être vraiment fidèle au dernier développement de la recherche, parler plutôt de décolonialité et plus précisément de décolonialité du savoir. Si on veut évoquer le mouvement contemporain qui reconnaît que la modernité occidentale, bien, elle a mené à une disqualification des connaissances, des identités et des perspectives non occidentales, en particulier autochtones,
et qu'il faut développer des initiatives sérieuses pour y remédier. Maintenant, est-ce que ce mouvement cherche à attaquer la perspective occidentale? Est-ce qu'il cherche à l'annuler? Non, pas du tout, mais c'est ce qui est souvent reproché au mouvement par les personnes qui se sentent menacées par les changements qu'il amène. Le but est plutôt d'inclure d'autres perspectives pour enrichir notre compréhension et notre description de réalités qui, par ailleurs, ne sont pas les nôtres. C'est de permettre une ouverture pour rendre possible une multiplicité de regards afin de contribuer à la production des connaissances. Et dans ce cas-ci, c'est d'inclure des perspectives autochtones pour un vocabulaire qui concerne les réalités autochtones. L'étape fondamentale du projet de révision du vocabulaire décrivant les peuples autochtones a été de reconnaître qu'il y avait un problème important dans ce vocabulaire. Ce problème, c'était que plusieurs termes employés étaient irrespectueux ou inexacts ou datés, ou ils présentaient des biais coloniaux importants. Il faut avoir en tête que les Autochtones eux-mêmes peuvent avoir un malaise avec certains termes employés dont la signification a évolué au fil des époques et que certains termes peuvent être aujourd'hui très chargés sans qu'ils aient nécessairement la même connotation pour les non-autochtones. Jusqu'à ce qu'on débute nos travaux, il y a tout de même assez peu de temps, la vedette matière indien d'Amérique était employée dans le RVM. C'est un terme dont il est largement admis aujourd'hui qu'il est irrespectueux. Il y a malgré cela encore des gens pour nous dire qu'il serait exagéré de procéder à de tels changements. Pourtant, si on tente de prendre en compte une perspective autochtone, ça devient assez clair qu'il y a un problème de nature historique relié à ce terme. John Burroughs, constitutionnaliste autochtone, écrit à ce sujet, et je le cite, « Il y a un monde de différence entre être un Indien et être Anishinaabe. Un Indien est une création de l'imagination européenne, légalement inscrite sur nous par le gouvernement fédéral. Il n'y avait pas d'Indiens dans nos territoires avant l'arrivée des Européens. En fait, en termes contemporains, il n'y a des Indiens que si l'on permet au gouvernement fédéral de prendre le contrôle des identités autochtones. » Après avoir reconnu qu'il y avait un problème, il fallait deuxièmement s'engager à travailler pour corriger le problème en intégrant la perspective autochtone au projet. Faire de la perspective autochtone l'élément central du projet, le moteur du changement. Eh bien, pour faire ça, on a développé une méthodologie sur mesure, une méthodologie basée sur la co-création avec nos partenaires des nations autochtones. Parce que la méthode habituelle de travail dans le RVM se base sur la documentation écrite. Les décisions sont prises à partir des informations puisées dans des sources bibliographiques, des dictionnaires, des encyclopédies, des livres, des articles, etc. Mais cette documentation écrite, elle présente fréquemment des biais, un point de vue occidental ou eurocentriste. Il fallait donc en sortir. On a plutôt développé une méthode qui s'appuie sur des rencontres avec des partenaires des premiers peuples. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué. En fait, Suzanne prépare un tableau avec les vedettes matières problématiques et en rencontre de travail, on discute, on échange et surtout, de notre part, on écoute. Et ce que nos partenaires nous disent, c'est ce qu'on intègre dans les vedettes matières. Avec cette méthodologie-là, nos sources, ce ne sont plus les dictionnaires, ce sont nos partenaires. Il faut savoir que comme le vocabulaire qui décrit les peuples autochtones dans le RVM est vraiment un gros corpus, on travaille selon deux axes. L'axe du vocabulaire générique et l'axe du vocabulaire spécifique à chaque nation. Selon les ensembles de vedettes qu'on révise, on va aller chercher des partenaires différents. On a donc travaillé avec plusieurs personnes différentes.
Pour le vocabulaire générique, parce qu'il touche plusieurs nations, on a décidé de le réviser avec des consultants issus des Premières Nations, des personnes qui connaissent les enjeux autochtones de manière transversale, qui travaillent avec les différentes nations, qui savent ce qui est utilisé pour nommer tel ou tel concept et ce qui n'est pas utilisé également. Ils peuvent nous expliquer les problèmes que tel ou tel mot pose et nous donner les bonnes expressions. On a mis sur pied un groupe qui rassemble différentes expertises que vous voyez ici. En plus de nos consultants, on a une indexeur en provenance d'une bibliothèque municipale, une bibliothécaire de Bibliothèque et Archives Canada qui connaît très bien les Canadian Subject Headings, un bibliothécaire universitaire au public, c'est moi, une technicienne en documentation, Marie-Joëlle, et une bibliothécaire, c'est Suzanne, toutes deux dernières du RVM. Pour le vocabulaire propre à chaque nation maintenant, on trouve des personnes qui acceptent tout d'abord de travailler avec nous, des personnes qui œuvrent dans des organismes culturels autochtones sur des dossiers en lien avec la langue et la culture, qui peuvent voir les problèmes dans nos vedettes matières et identifier les bonnes façons de nommer les différents concepts. C'est une méthode qui, il faut le dire, n'est pas rapide. Ça prend quand même du temps pour trouver nos partenaires et parfois du temps pour traverser avec eux le corpus qui est relié à leur nation. Il y a une spécialiste qui nous a beaucoup inspiré, Suzanne et moi. C'est la docteure et bibliothécaire en chef du traitement à l'Université de l'Alberta, Sharon Farnell. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir à la bibliothèque il y a quelques années. Et Sharon, elle utilisait l'expression pour parler de son travail avec les peuples autochtones, working at the speed of trust. Travailler à la vitesse de la confiance. C'est précisément ce que l'on veut faire, nous également. Nos collaborateurs, collaboratrices, ce sont des personnes qui font en sorte que ce travail-là fonctionne, que les résultats soient possibles et qu'ils soient valides. Ils et elles ont toute notre reconnaissance. On doit donc les remercier en bonne et due forme. Miigwech, Chinashkumechin, Nakurmik, Waliwan. Joël vient de vous parler de notre méthode, notre façon différente de travailler ce corpus. Maintenant, je vais aborder avec vous les principaux changements qui ont été faits. On a commencé à faire des modifications le 1er mai 2023. Ça, c'est 2 ans après le début du projet. À ce moment-là, on avait modifié environ 1500 vedettes. C'est à ce moment-là qu'on a introduit les expressions peuple autochtone, Première Nation. On avait aussi effectué le retrait de la précision entre parenthèses pour les noms des peuples et on avait pu publier les vedettes révisées pour la nation Atikamekw. Après avoir modifié les vedettes dans le RVM, on s'est rendu compte que les changements apparaissaient pas dans les notices bibliographiques dans Sophia. Moi, je capotais là, parce qu'on avait une grosse annonce qu'on avait fait des changements et on les voyait nulle part. Donc, on a demandé à OCLC de faire une réindexation de WorldCat. Ça a pris 3 jours, mais au moins, au bout de cette opération-là, les changements qu'on avait faits dans le thésaurus, dans le RVM, étaient apparus dans les notices bibliographiques dans notre catalogue. Il y a certaines bibliothèques anglophones qui vont se servir de la fonctionnalité là, de masquage dans Discovery. En anglais, ils vont dire « Locally Preferred Subjects for Display and Search ». Mais pour les bibliothèques francophones, du moins les bibliothèques qui utilisent le RVM, on n'a pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité-là parce que les changements sont faits directement dans le thésaurus qui est utilisé pour indexer.
Donc, depuis le 1er mai 2023, on a continué à faire des changements. Vous avez à l'écran là, les nations avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent. À ce jour, on a modifié là, plus de 2780 vedettes matières. Quand on fait des changements, on essaie d'ajouter beaucoup de notes d'application dans les notices d'autorité pour aider les indexeurs à bien comprendre la portée des vedettes modifiées. Je vous donne un exemple. Le mot, quand on a travaillé le corpus de la nation métisse, ben, on sait que le mot métisse en français peut prendre différents sens. Donc, quand on a modifié les vedettes pour la nation métisse, on en a profité pour corriger aussi les vedettes matières pour les personnes métissées. Donc, dans nos vedettes, il y a beaucoup de notes d'application, des notes réciproques aussi. On fait vraiment tout en note possible pour rendre ces changements-là le plus clair possible. Si jamais, si jamais vous avez encore des questions ou ça vous embête ou vous avez un doute, vous savez que vous avez le droit de nous écrire pour nous poser vos questions. On va vous lire, on va vous répondre avec un grand plaisir. Je poursuis avec les changements qu'on a fait jusqu'à présent. L'an dernier, on a travaillé le gros corpus de la littérature. Ce qu'on a fait comme changement, là, outre l'introduction des expressions là, peuple autochtone et Premières Nations, les modifications touchent surtout la dimension, je veux dire, nationale des littératures. Par exemple, vous l'avez à l'écran, là, on avait avant littérature canadienne-anglaise, auteurs indiens d'Amérique, mais maintenant, c'est littérature Première Nation, entre parenthèses la langue anglaise. Dans la même veine, on a changé littérature québécoise, auteur inou. C'est maintenant littérature inou française, Québec-Province. Je vous donne un autre exemple aussi. On a dans RVM, poésie inou française, poésie inou anglaise. Donc, ça veut dire que poésie inou, ça s'adresse à la poésie qui est écrite en langue inou-aïmoun. Donc, dans le réseau sémantique, il n'y a plus vraiment de notion de pays. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir préciser avec des subdivisions géographiques. Si vous avez besoin d'ajouter le nom d'un pays, le nom d'une province, le nom d'une ville, il y a toujours possibilité de le faire. C'est juste que dans les têtes de vedettes, on a enlevé les limites géographiques coloniales. Puis ça, ben c'est plus en lien avec la perception que les personnes des premiers peuples ont de leur littérature. En février dernier, on a tenu des ateliers avec 2 personnes. Ça, c'est les changements qui sont pas encore faits. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. Puis, on prévoit faire ces changements-là là, d'ici l'été ou au moins d'ici l'automne prochain. On a travaillé en atelier avec 2 personnes de l'organisme Minwashin de la nation, c'est un organisme culturel de la nation Anishinaabe. Donc, on a fait les ateliers, on a discuté avec Anna et Shukran et maintenant, de notre côté, là, on est en train de préparer les corrections dans plus de 35 vedettes matières et c'est des modifications qui vont être publiées dans la base de données d'ici quelques mois. On va utiliser Anishinaabe plutôt que Algonquin parce que c'est de cette façon-là que ces gens-là se nomment eux-mêmes. Donc, ça a l'air assez simple comme ça. Mais ici, je voudrais vous expliquer un petit truc. Dans le RVM, on a ce qu'on appelle la forme acceptée et les formes rejetées. Les formes rejetées, ce sont les façons différentes d'écrire le mot ou des synonymes ou des façons anciennes de faire référence à ce concept-là.
C'est logique parce que dans notre culture occidentale, qui est une culture basée sur l'écrit, ce qui nous préoccupe, nous, c'est l'orthographe. La bonne manière d'écrire les mots d'une langue à un moment, à une époque donnée. On le sait, dès la première année, là, on commence à apprendre l'orthographe. Mais quand on vient d'une culture de l'oralité, une culture où les connaissances, les traditions se transmettent par la parole depuis des siècles et des siècles, euh, quand, quand votre langue a été écrite, somme toute, relativement récemment, par des personnes venues de l'étranger qui ont inventé un alphabet pour transcrire cette oralité-là, ben, la manière correcte d'écrire un mot, ça n'a pas tout à fait la même importance. Dans mes rencontres, dans nos ateliers avec Anna et Choukran, dans les lectures que j'ai faites, dans les recherches que j'ai faites ensuite, moi j'ai dû voir 25, peut-être 30 façons différentes d'écrire le mot Anishinaabe en alphabet latin. Et toutes ces façons-là sont bonnes. Elles sont toutes valides parce que ça traduit le mot qui est utilisé à l'oral. Mais là, moi, j'ai besoin d'une forme, là. J'ai juste la place pour une forme acceptée. Laquelle que je vais prendre? En travaillant sur ce projet-là, je me rends compte que malgré toute notre bonne volonté, malgré toute notre ouverture d'esprit, il faut admettre que nos outils, nos normes sont quand même assez rigides et n'acceptent pas vraiment quelque chose qui a été conçu autrement. Donc, alors, je reviens à ma question. Quelle forme on va choisir? Parce qu'il faut que j'en choisisse une parmi les 25. Donc, la graphie Anishinaabe que vous voyez à l'écran, A-N-I-C-I-N-A-P-E, a été retenue comme forme acceptée pour la nation Anishinaabe qui vit sur le territoire du Québec. En discutant avec Anna lors de nos ateliers, elle nous a expliqué que cette forme-là, c'était celle qui était issue du premier alphabet créé pour écrire cette langue-là par un missionnaire français. Ça va être la forme acceptée, mais toutes les autres formes, bien sûr, vont être ajoutées en termes rejetés. Ça va être possible de les chercher, mais la forme acceptée, ça va être celle que je viens de vous présenter. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de la fameuse expression réserve indienne qu'on veut aussi changer. Donc, tous les partenaires avec lesquels on a travaillé, on les a consultés à propos de cette expression-là et je pense qu'on peut dire maintenant qu'on a un bon consensus autour de l'expression communauté autochtone. Alors, je pense que on va être en mesure là, de changer réserve indienne pour communauté autochtone d'ici l'été ou au plus loin d'ici l'automne. Ça va toucher aussi, comme ça touche les autorités de nom géographique, les juridictions, qui sont en train d'être retirées qui vont être retirées du RVM là, dans les prochaines semaines. Bien là, l'équipe est en train d'établir une stratégie pour faire les modifications les plus pertinentes. Donc, c'est à suivre, ça s'en vient. On a fait beaucoup de changements. On en prépare encore. Il va y avoir d'autres changements qui vont s'en venir aussi dans les prochains mois pour accompagner le personnel des bibliothèques et le public. On a rédigé un document qui explique ce qui a été fait jusqu'à présent, qui donne des exemples, qui justifie certains choix, certaines décisions. Il y a un tableau
en annexe, il y a un tableau qui présente de façon très concrète là, les nouvelles formes choisies, les anciennes formes, les équivalents anglais. Donc, on a essayé de mettre le plus d'exemples possible pour faciliter la tâche de tout le monde. Ce document-là est gratuit. C'est disponible sur notre site web au RVM sous outils d'aide à l'indexation. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, mais qui n'est pas abonné au RVM, il n'y a pas de souci. Il peut venir sur notre site web et consulter ce document-là. Présentement, ce qui est en ligne, c'est la version 5, celle d'avril 2025. Là, vous avez la page titre là, à l'écran avec le beau design de Canessa Michel. Canessa, c'est une étudiante Innu qui était à l'Université Laval, qui a accepté de nous faire cette belle mise en page. Donc, cet été, on va travailler sur une nouvelle version, une version 6, pour inclure les changements qu'on est en train de faire là, pour la nation Anishinaabe et pour les communautés autochtones aussi. Comme vous avez pu voir avec ce que Suzanne vient de mentionner, ben, on a fait beaucoup de modifications quand même en 3 ans, mais il reste quand même beaucoup de choses qui sont à faire. Et voici les prochaines étapes. Tout d'abord, on souhaite terminer le travail qui a été commencé avec les Inuits. Il faut dire qu'on a la moitié du corpus Inuit qui a déjà été révisé, mais qui reste le plus difficile, c'est-à-dire ce qui concerne les langues, les dialectes, les groupes et les sous-groupes de personnes, puis les noms de lieux. On cherche actuellement des personnes Inuits pour compléter ce travail qui a été amorcé en 2024. En deuxième lieu, on doit développer nos démarches pour trouver des partenaires pour les autres nations présentes sur le territoire du Québec avec lesquelles nous n'avons pas encore travaillé jusqu'ici. Les Wendat, les Mi'kmaq, Heiau, Kanien'kehá:ka, Naskapi et Wabanaki. Vous vous dites peut-être que si on vous parle aujourd'hui de Wendat ou de Heiau, de toute évidence, c'est qu'on sait déjà par quoi remplacer les vedettes Huron et Cri. Premièrement, on doit revenir au fait que notre méthodologie, bien, elle se base sur la co-création avec les premiers peuples. On veut travailler avec eux et intégrer leurs perspectives. On ne peut pas changer de vedette manière de façon unilatérale sans compromettre notre méthodologie. Ensuite, bien, on a d'autres questions. Wendat, est-ce qu'on accorde ça avec un S? Femme Wendat, comment on écrit ça en français? Est-ce que j'utilise une lettre majuscule ou une lettre minuscule? Ça va donc bien au-delà du simple nom de la nation. Puis, il y a aussi des choses qu'on doit changer sans savoir nécessairement au départ qu'on doit les changer. Par exemple, les vedettes autochtones construites avec le mot folklore. C'est assez problématique parce que le mot folklore présente une vision colonialiste des cultures traditionnelles qui se manifeste. C'est aussi une vision qu'on pourrait dire passéiste. Il y a des remarques justement sur ce terme qui ont été faites par divers partenaires autochtones de diverses nations. Bien, comment changer ça? Par quel terme le remplacer? Comment améliorer les recherches et les rendre plus respectueuses des cultures traditionnelles et ancestrales? Il y a donc encore beaucoup de questions difficiles mais stimulantes qui s'en viennent. Au Canada, il y a beaucoup d'initiatives de décolonisation dans les bibliothèques. Plein d'initiatives plus ou moins locales dans les bibliothèques, oui, mais aussi dans les centres d'archives, dans les musées. Mais je vous dirais que je pense que le projet le plus ambitieux actuellement là, en marche est le projet de
plateforme pour une terminologie respectueuse qui a été initiée par le National Indigenous Knowledge and Language Alliance, qu'on appelle NICLA. NICLA, c'est un regroupement de bibliothécaires autochtones et allochtones au Canada aussi. Le RVM est un membre institutionnel de NICLA et nous, on est impliqués dans ce projet-là là, sur le plan du Technical Working Group. Ce gros projet-là, son objectif est de créer un système ouvert où seront déposés et mis à disposition des vocabulaires qui reflètent les systèmes de connaissances autochtones. Donc, plusieurs personnes sont impliquées dans ce projet-là, plusieurs dizaines de personnes. C'est des personnes là, from coast to coast to coast. C'est vraiment un projet là, pan-canadien. Et le projet est encore à ses débuts, mais c'est quand même bien démarré. Comme je vous le disais, c'est un projet ambitieux qui essaie de pallier les limites des systèmes existants, dont je vous parlais tout à l'heure, l'obligation d'avoir une forme acceptée seulement. Donc ça, c'est un projet auquel on est associé, sur lequel on travaille et ben, vous pouvez surveiller ça. Je pense que ça va donner quelque chose de vraiment intéressant. Aux États-Unis maintenant. Bien, si on s'était parlé début mars, je vous aurais dit que franchement, il ne se passe pas grand-chose du côté des États-Unis sur le plan des Indigenous LCSH. Mais coup de théâtre, le 20 mars dernier, la Bibliothèque du Congrès a publié une liste de 20 pages contenant des propositions de modification au Indigenous LCSH. Actuellement, les catalogueurs américains ont quelques semaines pour réagir à cette liste-là, pour poser des questions, faire des suggestions, transmettre des commentaires à ce niveau-là. C'est là où on en est. Les propositions de modification ont été faites par un groupe de bibliothécaires autochtones des États-Unis. C'est un groupe qui a été formé par Sarah Kostelecki. Et selon ce qui a été annoncé vendredi dernier par la par la Bibliothèque du Congrès, la LCSH Indians va être annulée et remplacée par Indigenous Peoples-America. Donc, c'est ça un peu le plan, le premier grand changement. Il y a encore beaucoup de détails qui restent à préciser. Par exemple, je pense qu'ils ne savent pas encore par quoi remplacer le mot Indians quand il est utilisé en adjectif, comme Indian Art, par exemple. Donc, ils sont en train de se poser des questions, sont en train de travailler et ce qui a été annoncé, c'est que les modifications dans les LCSH se feraient par des vagues successives de modifications, de corrections, et que c'est très possible qu'une vedette soit modifiée plus qu'une fois. Et moi, je les crois vraiment parce que c'est exactement ça qu'on a fait au RVM. Il y a des vedettes qui ont été touchées plus d'une fois. Donc, de notre côté, vous pouvez être sûr qu'on surveille ça avec grand intérêt et au fur et à mesure que les changements vont être apportés dans les LCSH, ben nous, on va venir modifier les équivalents anglais dans nos vedettes matières du RVM. C'est ce qui mettait fin à notre présentation. Donc là, je pense qu'il nous reste de belles minutes pour vos questions. Je vais arrêter le partage, si je me souviens comment faire. Je pense que je clique ici et que je clique ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a eu déjà des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le QR.
ça peut être une réaction aussi. Est-ce que vous avez des commentaires pour nous? Si vous avez des contacts à nous référer, on est preneurs aussi. Je me demande, moi, est-ce que c'était un peu ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez qu'on est en train de faire? Est-ce que vous nous faites confiance pour faire ce travail-là? Je dirais qu'il y a un petit picot rouge, là. Si je clique ici, qu'est-ce que ça fait? Oui. Il y a une question de Chantal Saint-Louis. Est-ce que la LC s'inspire de vos travaux? Euh, hmm, ben, je le sais pas vraiment. Mais c'est sûr que moi, en 2024, j'étais allée à un congrès aux États-Unis, puis j'avais rencontré Sarah Kostelecki. Puis, on avait échangé un petit peu. Je lui avais expliqué que nous, du côté là, du Canada français, on avait commencé et moi, je l'avais un petit peu challengé sur la notion géographique dans la vedette matière. Puis, c'est ça. Je sais pas jusqu'à quel point il s'inspire de ce qui est déjà fait. C'est sûr que je sais que la LC a déjà parlé avec Bibliothèque et Archives Canada, parce qu'eux autres, les CSH, eux autres sont encore plus avancés dans leur projet de décolonisation. Mais j'espère que. Mais ils ont quand même un groupe de bibliothécaires, ils doivent être une bonne dizaine, là, qui viennent de tout horizon. Donc, je pense qu'ils sont quand même bien équipés pour faire ces changements-là. Il y a une question, Suzanne, qui demande est-ce que c'est possible de poser des questions oralement? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment qu'on peut donner la... C'est une bonne question. C'est la première fois que j'organise un webinaire dans Teams. Et là, ça, on dirait que je trouve pas... Oh, faudrait peut-être la liste des participants. Ce Ah oui, serait tu pourrais qui? peut-être activer. C'est. Attends un petit peu. C'est moi, puis je pense que je suis capable Ah, de parler maintenant. Voilà. Ça marche. Merci Oui, d'avoir trouvé. excuse-moi, c'est Geneviève que j'ai désactivé le micro. J'ai activé le micro de Marie-Pierre. Donc, Merci. Merci. Je cherchais mes mots à taper au clavier, puis je me sens que ce serait plus simple de vive voix. Là, vous êtes sur une task force, pardon pour mon anglais, vous êtes dans un chantier qui est quand même pas limité dans le temps, mais vous avez des livrables. Mais si, mettons, dans 15 ans, des communautés autochtones ont encore des changements à faire, est-ce que vous avez un plan de pérennisation de cette oreille-là que le RVM tend aux 11 nations du Québec? Je pense au futur lointain, là. Est-ce qu'il y a une espèce de forme de dynamisme qui va rester dans le temps? Parce qu'on sait que, ben, vous le savez aussi, les vocabulaires, ça change, là, c'est jamais statique. Est-ce qu'il y a un plan de match à très long terme? Ben, moi, c'est mon souhait, c'est ma vision. Ici, à la bibliothèque, on a quelqu'un qui gère les projets, puis il m'avait dit, Bon, Suzanne, ton projet de révision des vedettes matières, décrivant les peuples autochtones, quand est-ce que ça se termine, là? Parce que dans notre portefeuille de projets, je dis, oh, mais ça se terminera jamais, là. Faut pas que ça se termine. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que, tu sais, avec tout le travail qu'on fait en co-création, en partenariat, ben, que ça devienne pas une préoccupation, mais quelque chose qui entre dans dans notre manière de faire pour justement pour pas avoir ce décalage-là, ce retard-là qu'on est en train de rattraper et que le RVM suive de manière plus
suivez, de manière soit collée à la réalité là, actuelle là, des réalités autochtones. C'est sûr que là, on développe plein de contacts avec des gens qui travaillent dans des instituts culturels des Premières Nations, Inuit aussi. Donc, j'espère qu'on va garder ce lien-là pour pouvoir réagir plus rapidement. Il ne faudrait pas que ça prenne 15 ans chaque fois, là, parce que ça serait trop. Je sais pas, Joël, si tu veux ajouter quelque chose. Ben, je pense que ça fait bien le tour. Sinon, peut-être le fait qu'on souhaite que nos contacts là, qu'on a développés, ben, ça reste des contacts actifs. Puis c'est des personnes qui utilisent pour la plupart le répertoire des vedettes matières qu'ils connaissent. Puis on leur a dit que s'il y a il y a des termes qui éventuellement devenaient problématiques, c'est pas parce qu'on a terminé l'analyse du corpus en 2026 que le projet est nécessairement terminé. Puis on reste ouvert à retravailler ça dans l'avenir. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a un commentaire de Kate Nugent qui dit qu'elle a assisté à une conférence de Sarah Kosteliki en mars et malheureusement elle a quitté son poste après un an, comme on le savait. Il y avait des enjeux avec la l'ASC et leur capacité à faire ce travail dans le contexte du gouvernement Trump. Exact. Je pense que Sarah avait été nommée pour un mandat de 3 ans. Puis, ben, après un an, je pense j'ai pas de détails, mais elle est retournée travailler dans son université. Mais j'ai vu que quand même, il y a une liste là, des membres de ce groupe de bibliothécaires-là. Puis elle fait partie de ce groupe-là. Donc, j'ose croire qu'elle peut encore là, participer puis influencer là, les travaux. Mais effectivement, je pense que sous l'administration Trump, c'était pas tant facile, mais moi, ce que j'ai entendu, là, les derniers développements, les derniers, là, je vous dis, là, avril-mars, c'est vraiment il y a une volonté d'aller de l'avant de ce côté-là. Là. Marie-Pierre Gadois qui pose encore une autre question. Prévoyez-vous une diffusion de vos travaux au sein des communautés de façon vulgarisée? C'est une bonne question, ça. Sur le site web, on a mis un fichier Excel avec les vedettes matières modifiées. Donc, c'est un fichier qui est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être abonné au RVM parce qu'on s'était dit que ce travail-là, il fallait le partager. Mais là, actuellement, nous, on travaille dans le format des bibliothèques, dans le format Marc 21. Il faudrait effectivement trouver une façon plus, plus facile, plus accessible de transmettre les résultats de notre travail. Puis, moi, j'ai un grand espoir qu'on va pouvoir déposer ça sur la plateforme de Nicolas, la plateforme pour une terminologie respectueuse. Donc, selon moi, ça va être un endroit où, entre autres, on va pouvoir venir déposer des vedettes matières francophones qui vont avoir été révisées. Donc, c'est mon souhait et c'est ça, là, en travaillant là, avec les gens de ce projet-là, ben, moi, j'ai l'impression que ça serait une bonne option. Un Il y a commentaire aussi, de... Ah, je vais vas-y, Joey. compléter, il y a aussi un effort d'expliquer puis de vulgariser l'initiative à travers des médias. Quand on a quand même été assez actif là-dessus, puis on continue à le faire. Puis même à travers des médias autochtones, hein, Suzanne t'a donné un entretien il y a peut-être un an ou deux. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on essaie de faire, puis on reste à l'écoute de ce que nos partenaires peuvent nous proposer aussi. Exact. Puis moi, je trouve qu'un défi là-dedans, c'est que nous, on est beaucoup dans le monde des bibliothèques. On sait comment partager nos informations dans le monde des bibliothèques. Mais je pense qu'il y a un besoin aussi du côté des centres d'archives qui ont d'autres manières de travailler. Même chose du côté des musées aussi. Moi, je pense qu'il y a il y a du travail qui pourrait se partager là, de façon transversale. Là.
On a un commentaire de Christian Lacroix qui dit: J'ai dû modifier plusieurs centaines de notices bibliographiques pour l'Université Laval après la transformation de Indiens d'Amérique pour peuples autochtones. En effet, plusieurs possibilités existent, Premières Nations, Inuit et ou Métis. Donc, il faut vérifier au cas par cas. Puis il y a comme une question qui est reliée un peu à ce commentaire-là de Aline Crédville qui dit: Techniquement, est-ce qu'il y a des modifications à faire dans nos notices qui utilisent les anciens termes? Ben, Je peux peut-être t'aider. oui, mais moi, je pense que oui. Mais vas-y, Marie-Joëlle. Mais en fait, là, étant donné qu'on s'adresse à des gens du PBUC, donc en théorie, ont accès aux mises à jour automatiques de leur catalogue pour ce qui est des vedettes du sujet du RVM, le problème, ça s'applique quand on a changé une vedette pour une ou deux vedettes différentes. Là, à ce moment-là, il y a un travail à faire dans les notices bibliographiques parce que, comme le mentionne Christian, il faut vérifier au cas par cas, il faut comme faire un choix. Donc, oui, il peut y avoir certaines modifications à faire dans les notices. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. On peut peut-être attendre un petit peu. C'est sûr que peut-être que vous n'avez pas de questions là aujourd'hui ou de commentaires là aujourd'hui, mais si jamais, si ça vous vient plus tard ou si en utilisant une vedette matière, à un moment donné, vous trouvez quelque chose de bizarre ou vous vous questionnez, ben, n'hésitez pas à nous écrire, là. Vous pouvez utiliser l'adresse générale du RVM, c'est rvm@bibl.ulaval.ca. Et puis, c'est sûr que ça va arriver rapidement sur mon bureau. Puis, parce que c'est sûr que on a fait beaucoup de modifications. On essaie de les faire avec le, le plus de précision, le plus grand soin. Mais c'est possible qu'il y a des choses qui nous aient échappé, qu'on ait oublié des trucs. Peut-être qu'il y a des changements qui sont pas clairs puis qui pourraient bénéficier d'une note d'application additionnelle ou plus claire. Ben, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, ça nous démontre votre intérêt pour ça, puis c'est vraiment apprécié. Puis en plus, ben, ça nous permet de peut-être de venir modifier quelque chose ou bonifier notre travail, puis ça, ben, ça se répercute sur tout le monde. Donc, vraiment, je vous invite à communiquer avec nous, là. Vous allez toujours être bienvenus, être bien reçus. Il y a peut-être des gens qui préféreraient parler. Mhm. Bon commentaire. Merci beaucoup. Votre présentation était très claire. Bravo pour tout ce travail. Une autre question, est-ce qu'il va y avoir une harmonisation dans la pratique pour le cas par cas? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Je crois que c'est au niveau des modifications à faire dans les notices. Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Une sorte de guide, peut-être. Hmm. Est-ce que vous voulez dire quand il faut faire le choix entre deux vedettes parce qu'on a modifié une vedette par deux? Je ne sais pas si c'est ça le cas par cas. Parce que ça dépend toujours un peu de la ressource à indexer, là. Hmm.
Ouais, c'est ce qu'il y a, une sorte de guide. Ben, si jamais vous tombez sur sur des cas, justement, puis que vous aimeriez avoir un petit peu plus d'aide ou peut-être des lignes directrices, ben, vous pouvez nous faire la suggestion aussi, parce que nous, on fait des vedettes matières, mais on n'indexe pas vraiment dans la vraie vie, là. Donc, si vous rencontrez des défis ou des difficultés ou si vous sentez que vous avez besoin d'un outil additionnel ou de clarification, ben, vous pouvez nous en faire la suggestion. Là, on va regarder ça avec sûrement grand intérêt, là. Il y a peut-être plus de questions pour aujourd'hui. Il nous reste juste quelques deux petites minutes. Moi, je voulais peut-être prendre ce temps-là pour vous remercier vraiment de votre participation, qui est, j'avoue, un peu surprenante. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient intéressés à nous entendre cet après-midi. Vraiment, ça me ravit, ça me fait chaud au cœur. Puis, ben, c'est vraiment, pour moi, c'est une grande fierté de travailler sur ce projet-là, surtout que je travaille avec des gens formidables, là. Marie-Joëlle est là pour être sûre que je brise pas la base de données puis que je fais les choses dans le bon ordre. Joé est là vraiment pratiquement au quotidien avec tout son réseau de contacts, avec sa diplomatie. C'est l'homme qui ouvre les portes, qui trouve les personnes. C'est merveilleux. Plus toutes les gens avec qui on travaille là-dessus, c'est vraiment c'est un, c'est un projet qui transforme, en tout cas, qui, moi, m'a transformée en tant que bibliothécaire, puis je pense en tant que personne. Donc là, de vous voir si nombreux à cette présentation-là, vraiment, ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si mes collègues auraient quelque chose à ajouter. Ça Très va belle pour moi. présentation. Parfait. Mais merci pour votre aide, Marie-Joëlle et Joé. Merci Geneviève pour la présentation. Puis ben, j'ai envie de vous souhaiter une bonne fin de journée, puis de vous dire peut-être à une prochaine fois. Puis si jamais vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir.